L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Bonjour Antoine. Salut Antoine. On va recevoir Pierre-Olivier Zappa tantôt qui va venir nous parler de sa chronique qui a fait énormément jaser cette semaine et qui a donné lieu à des répliques aussi dans le Journal de Montréal, notamment par Francis Gosselin qui, lui, est allé dire un peu le contraire de ce que Pierre-Olivier avait mentionné. Alors, on va revenir là-dessus. Tout d'abord, quelques actualités parce qu'évidemment, on va parler beaucoup de véhicules électriques, mais aussi du retour du moteur Hemi V8 dans un Ram. Ben oui, le Ram 1500, on avait parlé, c'était des rumeurs, on en avait déjà parlé à l'émission, mais là, c'est officiel. Tim Kuniskis, celui qui a fait un retour là, chez Stellantis, qui avait pris sa retraite, maintenant on l'a mis à la tête de Ram, et puis qui a dit, envoyez le... C'est un peu drôle, dit de même, à la tête de Ram. Oui, il y a une tête de Ram et il a foncé avec le retour du V8 Hemi qui dit que c'était une erreur, en fait, de retirer ce moteur-là. Évidemment, ça dépend du contexte. Ça se porte pas bien chez Stellantis. On en parle pas mal à toutes les émissions. Le segment Stellantis. C'était pas une bonne idée, c'était payant. Donc, oui, le 5,7 litres retour avec le Ram 1500. On la donne aussi avec un nouveau logo du côté du camion. Puis on va l'offrir aussi avec un échappement en sport. Puis pour citer Tim Kuniskis, en guise de protestation d'avoir retiré ce moteur-là pour quelque temps. Là. Bon, évidemment, chez Dodge aussi, il y a de l'action parce qu'on sait que la Charger n'existe désormais qu'en version Scat Pack électrique 2 ou 4 portes qui peut être commandée maintenant. Mais on m'a confirmé il y a quelques jours que la Charger à essence serait avec nous d'ici la fin de l'année avec les 2 moteurs 6 cylindres en ligne Hurricane. Ouais. On m'a aussi confirmé qu'il n'y aurait pas de moteur V8 Hemi dans ces voitures-là. On le savait un peu, mais il y a des gens qui fondaient un peu d'espoir là-dessus. Il y a de fortes chances que le berceau avant soit pas du tout conçu pour ça. C'est pas juste ça, en fait. C'est que si on a retiré... question de cylindrée aussi, puis de grosseur de véhicule. Si on a retiré le V8 de l'ancienne Charger, c'est pas parce qu'on voulait plus en vendre, c'est parce que ça passait plus les normes. Pour une voiture, ça passe encore pour un camion ou un VUS, mais pour une voiture, ça ne se peut plus. Alors, pas de retour de ce côté-là, mais évidemment, on a très, très hâte que le 6 cylindres arrive dans la Charger parce que pour le moment, ça s'appelle un échec commercial monumental. On va parler aussi de la Polestar 4. Les commandes sont possibles maintenant. La voiture arriverait dès cet automne chez les concessionnaires. Ben oui, la Polestar 4, on avait un modèle 2025 là, dans le guide. On s'attendait à ce que ce véhicule-là arrive sur le marché un petit peu plus rapidement. Mais là, toute l'histoire de tarifs, où est-ce que le véhicule est assemblé. On sait que Polestar assemble des véhicules en Chine, mais également planifie d'en assembler aux États-Unis. Là, je pense que c'est déjà commencé. Là, dans le cas du Polestar 3, dans le cas du Polestar 3 également. Mais donc, la Polestar 4, ça sera du côté de la Corée du Sud. La Corée du Sud, exactement. Mais oui, puis c'était une question de temps là, pour arranger tout ça. Donc, le véhicule va arriver. Là. En fait, on avait reçu Hugues Bissonnette de Polestar Canada à l'émission qui nous avait dit qu'on avait un Polestar 4 déjà dans les concessionnaires, qu'on était capable de le voir, mais là, il va arriver sur le marché. Il va arriver officiellement sur le marché. Ceux qui souhaitent le commander, ça peut se faire dès maintenant. Et le véhicule est admissible au crédit de 4 000 du Québec parce qu'il y a une version d'entrée de gamme propulsée à 272 chevaux qui, elle, a un prix d'entrée à 64 990 $. C'est un véhicule qui, en quelque sorte, va venir remplacer la Polestar 2, mais quand même beaucoup plus massif. Beaucoup plus massif, beaucoup plus haut aussi. Puis complètement différent comme conduite, là, faut se le dire. Pour ceux qui l'ont conduit, les deux, là, évidemment, la Polestar 2, on la connaît, mais la Polestar 4, moi, j'ai eu l'occasion de la conduire à 2 reprises, puis c'est un véhicule qui est différent. Performant, là. On va le dire que chez Polestar, on met quand même l'accent sur la performance. Par contre, c'est un véhicule qui est complètement différent. Et aussi, on rappelle que la lunette arrière, elle est absente. Donc, pour certaines personnes, est-ce que ça va déranger totalement? On revient souvent sur ce sujet-là. Mais quand même, entre les deux véhicules, on avait la
Polestar 2 qui était très abordable, Polestar 3 qui est l'ultime un peu véhicule qui est un petit peu pas mal plus dispendieux. Puis la Polestar 4 qui vient s'enligner entre les deux sous forme de VUS, ça va peut-être aider là, à la marque là, de se démarquer. Ouais, c'est un VUS. VUS, moi, j'appelle plus ça une voiture, mais. C'est un crossover de crossover. C'est crossover. Il est haut, puis il prend les allures. Comme j'ai déjà dit à cette émission, c'est un véhicule non genré. Bon. Alors, autre nouvelle, et ça fait mal, VinFast qui ferme la moitié de ses points de vente au Canada. Ben oui. Déjà. Ben oui, VinFast qui est arrivé au Canada, qui voulait 36 points de vente qui vont concentrer un peu en Colombie-Britannique, puis au Québec, on se demande pourquoi, mais surtout aussi également dans le restant du Canada. Et puis, ben, on est arrivé à 10 points de vente. Et maintenant, ben, avec tout ce qui est arrivé dernièrement, puis aussi, bon, les subventions, etc. Puis le constructeur qui n'arrive pas nécessairement à se démarquer, donc on essaye de faire une restructuration, puis on va enlever 5 de ces points de vente-là. Je ne sais pas c'est lesquels. Ça n'a pas été annoncé par la marque. On parle pas de commencer à franchiser, hein, parce on le rappelle chez VinFast, ce sont des magasins corporatifs. Il y avait cette intention-là, là, à un moment donné. Là. Ouais. On a reposé la question, puis c'est pas encore dans les cartes. Peut-être que le constructeur regarde cette option-là parce que ça serait une avenue à prendre, mais là, on n'a pas de détails à ce moment-là. Bon, alors, pour ceux qui se magasinent un VinFast, ben sachez qu'en ce moment, ça bat de l'aile un peu. Les ventes de VF8 sont, je veux pas dire au point mort, mais en sérieuse dégringolade par rapport à ce que ça a déjà été. Le VF9, on en a vu un sur la route à date en ce qui me concerne. Sinon, on ne sait pas trop ce qui se passe avec ça. Et je sais qu'à Ville-Saint-Laurent, ils ont un VF6, un VF7 en démonstration, mais on n'a pas de détails sur la date d'arrivée de ces véhicules-là. Pareil, ça fait un bout qu'on les attend, c'est un méchant bout. Là. Et ça serait peut-être mieux adapté à ce qu'on souhaite avoir chez nous au Québec, surtout pour ceux qui cherchent l'abordabilité en premier lieu. Ouais. Mais encore faut-il que le véhicule soit à la hauteur des attentes des consommateurs. Et jusqu'à date, le VF8, c'est pas tout à fait ça. Ouais, qu'on puisse simplement l'acheter dans le cas des VF6, VF7. Oui, c'est sûr. Ça commence par là. On s'entend. Bon, exportation canadienne de véhicules vers les États-Unis, on n'est pas étonné d'apprendre, Louis-Philippe, que ça a énormément baissé. Ben, en avril, après, évidemment, toute la question des tarifs en début d'année, 17,4 % de baisse comparativement au même mois l'an dernier. Ouais. Bon, ben, c'est sûr que ça ne va pas arrêter là immédiatement parce qu'on n'a pas réglé cette question-là. La production, par exemple, chez Honda à Alliston avec les CR-V américains qui vont être plus vers le sud maintenant, au sud de la frontière. On va garder nos CR-V, mais on a quand même des gros chiffres de production qu'on exportait pour les CR-V. On prenait pas là, la totalité. Évidemment, pour la totalité de la production était là. Toyota et Lexus également, pour pas les écarter. Puis ben, du côté des Américains, on a parlé des shifts là, qui ont été diminués là, du côté c'est ça. Il faut aussi considérer qu'il y a eu un arrêt de production à l'usine de Stellantis chez General Motors. Alors tout ça fait partie des chiffres. C'est ça. Je me serais même attendu à des chiffres plus importants que ceux qu'on annonce aujourd'hui, considérant que... Mais ça, c'est une question qu'on a répondu à maintes reprises à l'émission, c'est que se réorganiser comme ça, cette production-là, ça ne se fait pas de même. Hein? Fait qu'on a fait qu'est-ce qu'on a pu pour sauver un peu d'argent sur les tarifs sur certaines classes de véhicules, mais là, on commence à avoir les contre-coups de ça. On avait l'impression que les ventes allaient plus ou moins bien en automobile au Canada depuis le début de l'année. On a vu les ventes de véhicules électriques baisser. Évidemment, le portefeuille des consommateurs canadiens être de plus en plus hypothéqué, si on peut s'exprimer ainsi. Mais les ventes de véhicules totaux, c'est 5,6 % de hausse pour les 5 premiers mois de l'année par rapport aux 5 premiers mois de l'année dernière. Alors, ça augure quand même bien. Et là, on a sorti quelques chiffres pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. On finira avec les véhicules électriques, où là, vous allez vous rendre compte que ça fait peut-être un peu mal. Mais je veux commencer par Ford. Augmentation de vente de 13,6 % et Louis-Philippe, 33 % de hausse du côté de chez Lincoln. Oui. Alors ça, c'est quand même considérable. Ouais. En grande partie, c'est dû au succès du nouveau Nottinger
Nautilus qui semble séduire, particulièrement la version hybride. Oui. Ben, c'est ça. Tu en avais parlé ici à l'émission. Un système hybride qui fonctionne bien, un véhicule qui est somme toute un bon produit compétitif. Ça s'est démarqué. Puis peut-être que Lincoln est parvenu à aller rechercher des acheteurs qui avaient perdu. Ça fait suite déjà. Ils avaient connu une très grosse progression sur 2024 qui était aux alentours de 34%. Ouais. Là, on parle évidemment uniquement du marché canadien. Enfin, je veux dire, là, ça confirme qu'il y a un momentum. Et on n'a toujours pas de véhicule électrique du côté de chez Lincoln. Alors, on est capable de se démarquer chez Lincoln avec des VUS très traditionnels. Bon, évidemment, la motorisation hybride qui vient aider. Et c'est pas le Navigator qui est évidemment le véhicule à volume là, chez Lincoln. C'est vraiment le Nautilus qui se défend très bien. General Motors, 14,1% d'augmentation de vente. On est à 13,6% chez Ford. Alors, ça va bien pour GM. Et même observation, la marque de luxe de GM, Cadillac, évidemment, 36,5% d'augmentation de vente. Tout a augmenté, c'est pas compliqué. Même les CT4 et CT5, les volumes ont augmenté. Le XT4 qui est en fin de carrière, XT5, même chose. Les électriques se vendent bien, que ce soit le Lyriq, le nouveau Optique qui se vend bien, le Cadillac Escalade IQ, il y a du volume impressionnant. C'est des véhicules de 160, 170 000 ça se vend quand même. Alors, c'est très impressionnant. La seule marque est Buick, 41% d'augmentation de vente. La seule marque qui bat de l'aile ou qui est en recul par rapport au reste du marché, c'est GMC. Et je me demande si ça ne s'expliquerait pas par le fait que évidemment, il n'y a aucun GMC de fabriqué sur le marché canadien. L'arrivée tardive du nouveau terrain et le fait qu'on ait privilégié davantage les ventes de Silverado fabriquées au Canada au détriment des GMC Sierra qui sont faits aux États-Unis. Est-ce que ceci explique cela? C'est pas idiot. Difficile à dire, mais c'est surprenant qu'une marque comme GMC soit en recul alors que le reste des produits de GM soit en forte augmentation. Même Chevrolet, on est à 17%. Mais là, Antoine, il manque quelque chose chez GMC, puis on en a parlé souvent à l'émission. Oui, un Jimmy. Dis-le, un Jimmy. Il manque un Jimmy. Bon, correct, on l'a dit. Honda, 21,1% d'augmentation de vente. Même Acura est à 15,7%. Quand même assez impressionnant parce que c'est une marque aussi qui vit des difficultés. Les Coréens, on est pas mal stable. Alors, il n'y a pas eu d'augmentation significative du côté de Hyundai et Kia. On est à peu près à 10% d'augmentation de vente dans un marché qui a augmenté de 5,6%. Un peu plus que la moyenne, mais ce ne sont pas ceux qui ont scoré le mieux dans les 5 premiers mois de l'année. Nissan a augmenté de 8,5%, mais Infiniti, sans surprise, est en baisse de 12,8%. Et bienvenue au segment Stellantis de l'émission. Alors, Stellantis est en baisse de 16% dans un marché qui a augmenté de 5,6%. La marque Chrysler, évidemment avec l'abandon de la 300, on est à 84% en moins par rapport à l'année passée. Alfa Romeo, moins 27%. Dodge, moins 11%. Ram, moins 24% et moins 31% pour les pick-up Ram. C'est épouvantable. Ça, tu l'avais annoncé. Hein, oui, mais je veux dire, écoute, là, tu peux pas avoir 30% de baisse de vente pour ta vache à lait. Ben non. Ben là, c'est là la réponse, elle est venue au début des actualités. On va essayer de redresser ça avec le MI, puis ça a des chances de fonctionner. Est-ce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va aller rechercher des parts de marché? Ah non, déjà perdu. Face à Ford et GM qui sont en forte augmentation, on est en dégringolade chez Ram et pas à peu près. Jeep, moins 20%. Alors, tout le monde ça fait mal aussi parce que ça devrait pas arriver. Ça n'a aucun bon sens. Je vous nomme pas Fiat parce qu'évidemment, Fiat est en hausse par rapport à l'année passée parce qu'il n'y avait pas de Fiat 500 électrique pour les 5 premiers mois de l'année. Elle est arrivée en juin. Alors, pas besoin de vous dire que Fiat se porte bien si tu regardes sur le papier, bilan actuellement. Mais ça ne fait pas les bâtisses, là. On s'entend là-dessus. Constructeur qui déçoit, qui est en recul par rapport à la moyenne du marché, c'est Toyota. Lexus est en hausse de 25%, mais si on englobe Toyota et Lexus, on est à moins 3,7%. Et on a vu des ventes dégringoler au niveau de la Camry, de la Corolla,
de la Crown, qui est un petit volume, bien sûr, 4Runner, BZ4X sans surprise, Highlander également. Alors, des ventes qui ont énormément baissé. Ça s'explique en partie par la non-disponibilité des véhicules, par la difficulté à les obtenir. Mais quand même, ça fait mal pour Toyota dans un marché où on voit des constructeurs prendre des parts de marché. Honda qui est en hausse de 21%, alors que Toyota est en recul de 3,7%. Ça fait quand même mal. Nissan est en hausse de 8,5%. Toyota est en recul. Les Coréens sont en hausse d'à peu près 10%. GM et Ford, respectivement, je le rappelle, 13,6%, 14,1%. C'est important, là. Alors, pour Toyota, c'est pas si rose que ça depuis le début de l'année, mais c'est principalement les véhicules Toyota, non pas les Lexus, qui, eux, se vendent visiblement très bien. Volkswagen, on est au point mort, c'est 0,9% de baisse de vente, mais dans un marché qui a augmenté de 5,6%. Et puis Volkswagen a eu une très bonne année aussi en 2024, donc c'est pas pire comme chiffre en ce moment si Volkswagen peut avoir une autre année comme ça. Ouais, sauf que Volkswagen se porte mal. Oui, à l'échelle mondiale. Partout ailleurs. C'est ça. 0,9% en moins dans une situation où tu as un besoin flagrant de cash. C'est quand même assez dommage, quoi. Et on va terminer avec les chiffres de vente de véhicules électriques. Alors, comparons les 5 premiers mois de 2024 avec les 5 premiers mois de 2025. Y a-t-il eu une différence entre les 5 premiers mois de 2024 et les 5 premiers Légèrement. mois de 2025? C'est pas la même, situation non plus. Il y a quelques véhicules comme la Fiat 500, comme l'Equinox EV qu'on ne compte pas parce qu'ils n'étaient pas présents pour les premiers 6 mois de 2024, mais allons-y en rafale. Ford Mustang Mach-E, moins 57%. Blazer EV chez Chevrolet, moins 60%. Ioniq 6, moins 67%. Ioniq 5, on s'est bien débrouillé à moins 2,7%. Ah oui. La Kia EV6, moins 77%. Celui qui s'est démarqué, c'est le Nissan Ariya. Augmentation de vente de 44%. Alors, chez Nissan, on a travaillé, on a restructuré les choses et ça a fait en sorte qu'il y a plus de gens qui s'y sont intéressés depuis l'abolition des crédits. Bon point pour Nissan. Chez Tesla, de façon générale, les ventes sont en baisse de 64%. 72,5% pour la Model 3 et 65,1% pour le Modèle Y. Pas besoin de vous dire que ça fait mal. Le BZ4X, baisse de vente de 58,3% et baisse de vente de 43% pour le Volkswagen ID4. Alors, aussi bien vous dire que ça se porte pas très bien. Et là, vous allez dire, évidemment, il y a 2 mois où il n'y avait pas de crédit. En mars, c'est-à-dire en avril, en mai, les ventes ont remonté un peu, mais jamais au niveau de ce que c'était à pareille date l'année passée. Alors, très, très hâte de voir la fin de l'année en cours pour voir quel sera le bilan total parce que du côté des électriques, actuellement, ça fait franchement mal. Le guide de l'auto. On sort tout juste du segment des nouvelles pour se retrouver avec un lecteur de nouvelles qui a fait énormément jaser cette semaine par son article dans le Journal de Montréal. Pierre-Olivier Zappa, merci d'être avec nous. Salut Antoine. Salut. Évidemment, on veut revenir sur ce sujet qui a fait énormément jaser et je pense que tu savais que tu allais peut-être un peu provoquer en publiant un article qui essentiellement résume le fait que tu as décidé de changer d'avis sur la voiture électrique et de revenir à une formule plus traditionnelle. Je me doutais que ça allait toucher une corde sensible. Je me doutais que ça allait peut-être engendrer des débats. Ça en a engendré beaucoup. Effectivement. Je voulais partir de mon expérience personnelle, propriétaire de 2 véhicules électriques en 2 ans, 2 modèles, dire que finalement, mon profil de conducteur ne correspond peut-être pas à la réalité et à ce qu'offre un véhicule électrique et que collectivement, on doit penser aux objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que vraiment, d'ici 2030, 2035, on pourrait interdire la voiture à essence partout au Québec pour l'ensemble des conducteurs? C'est un peu ce débat-là que je voulais relancer. Bon, avant d'aller là, moi, je veux savoir pourquoi tu avais fait le choix de passer à la voiture électrique. Les subventions.
c'est certain qu'une subvention qui fait baisser considérablement le prix du véhicule, pour moi, c'était une chose. Deuxième chose, je faisais pas mal de kilométrage par année. Pendant un bout, je faisais plus de 15 000 kilomètres. Je faisais le calcul. Et tu considères que 15 000 kilomètres par année, c'est beaucoup? Ben, c'est-à-dire que le seuil de rentabilité pour mon véhicule électrique, avec mes calculs, entre 15 et 20 000, je rentrais dans l'investissement, ça fonctionnait. Considérant, évidemment, les rabais qui étaient applicables à ce moment-là. Les rabais. J'ai un privilège, j'estime que c'en est un. Je pouvais installer une borne à la maison. Donc, et j'ai une borne au travail, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, côté logistique, pour moi, 1 + 1 faisait 2. Ma conjointe n'en voulait pas. Donc, j'ai dit, moi, je vais prendre un véhicule électrique. Et finalement, j'ai opté pour un modèle allemand, le premier modèle que j'ai eu il y a 2 ans. Qui était une ID4 de Volkswagen. C'est un véhicule qui, d'emblée, m'a vraiment plu. L'agrément de conduite, le silence, la rapidité, l'accélération. On n'enlèvera jamais à l'électrique tous ses avantages. Puis mon point, c'est pas de dénigrer l'auto électrique, mais c'est un véhicule que j'ai eu pendant 1 an. Puis ensuite, j'ai eu une Hyundai, une Ioniq 5. C'était mon véhicule que je voulais, mais qui était pas disponible au moment où je voulais faire le saut sur le marché. Donc, j'ai dû attendre, parce qu'à une certaine époque, on attendait. Ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui, soit dit en passant. Mais... bon, tu as eu ta Ioniq 5, je me souviens qu'on en a parlé ensemble lorsque tu as pris livraison de ton véhicule, que tu semblais beaucoup aimer au début. Ça a été quoi ton constat? Quelle utilisation t'en as fait et pourquoi tu t'es rendu compte qu'au final, ça ne te convenait plus? Bon, une chose, j'ai déménagé au cours des derniers mois, puis pendant une bonne période de temps, je me suis ramassé sans borne de recharge à la maison et celle au travail n'était plus disponible où on était. Donc, ça s'est révélé être un casse-tête. C'est clair. Un casse-tête, là, je me suis retrouvé un peu coincé. Je terminais mon bulletin de nouvelles. Je devais me rendre dans une station de recharge un peu plus au nord de la ville. Je suis arrivé une soirée, les câbles étaient coupés. Pourtant, dans l'application, on me disait que les bornes étaient disponibles. Là, j'ai dû aller à un couche-tard. Arrive au couche-tard, les 3 bornes sont prises, même à 11h30, même à 23h30. Attends un bon 15-20 minutes. Je me branche. J'arrive chez nous, il est 1h du matin ou presque. Tu vas me dire, Antoine, ça relève de l'anecdote. C'est pas... C'est arrivé une fois. Oui, mais tu l'as vécu quand même. Mais je l'ai vécu et ça s'additionne. Tu sais, je fais un Montréal-Québec. J'arrive à Québec. Il y a 2 bornes à l'hôtel pour des centaines de chambres. Il n'y a pas de borne disponible. Je suis pressé parce que je quitte après le travail. Le lendemain, il faut que je revienne à Montréal. J'ai pas 1 heure, j'ai pas 40 minutes. On est en plein hiver. Donc, je suis sur un trajet où les minutes sont comptées. C'est certain que si j'avais le luxe de me dire, j'ai 1h30 par semaine, je peux aller ici sur la rue Masson à Montréal, siroter un latte à 8 $ puis laisser mon véhicule recharger. Mais c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Non, c'est ça. Et je me rends compte que ça impose une logistique. Récemment, je vais t'en raconter une autre. Je fais un aller-retour à Trois-Rivières. Théoriquement, l'autonomie me permet de le faire, l'aller-retour, mais je me trompe de chemin. Puis là, je me trompe de chemin pendant 15 minutes, ça me rallonge. Un arrêt obligatoire à Berthier, toutes les bornes sont prises. Ça rallonge mon trajet d'1 heure, 1h15, alors que le trajet devait durer 1 heure. Donc, ça a doublé mon temps de trajet. Oui, je comprends. Bon, évidemment, l'Ioniq 5, quand tu l'as acheté, tu avais fait tes devoirs. Tu as voulu, évidemment, prendre le véhicule qui convenait le mieux pour tes besoins familiaux, pour tes activités. Tu dis faire beaucoup de routes aussi. Tu avais arrêté ce choix-là sur l'Ioniq 5 pour quelle raison? Et l'as-tu aimé, l'auto? Que tu as encore, d'ailleurs? Oui, tout à fait. Je cherche un repreneur. Pourquoi je l'ai choisi? Antoine, j'ai lu le guide de l'auto. C'est une excellente recommandation. On t'en remercie beaucoup. Honnêtement, c'est ce que je fais. Je regarde les critiques, les points forts, les points faibles. C'est un véhicule que j'ai adoré. C'est un véhicule silencieux. J'ai eu des rappels, mais c'est un véhicule silencieux, spacieux. C'était le même empattement qu'un Hyundai Palisade. Donc, il y a de la place. Le véhicule a l'air plus petit qu'il n'en est réellement, à mon avis. Il cochait un paquet de cases. Et toi, comme tu regardes jamais en arrière, tu t'es dit pas d'essuie-glace, pas grave? Ben là, ça, c'est autre chose. Surtout à la campagne, là, l'automne, là, je me traînais un bidon. Mais en somme, ça s'est révélé, c'était pas un Citroën, c'est pas un mauvais véhicule. À la limite, si quelqu'un me dit qu'il a un profil qui est compatible avec le véhicule électrique, go, assurément, là. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que tu vas t'ennuyer de ce véhicule-là? Parce que tu te dis, t'as aimé, t'es quand même un gars qui aime les chars, le ID4, ça t'a plu, le Ioniq 5 également. C'est quoi qui va te manquer? Le silence et je dirais la facture. Parce que
il est vrai que c'est un véhicule qui est très accessible dans la mesure où coût d'entretien plus faible et le paiement mensuel que je fais en location. J'ai eu le privilège de bénéficier de subventions très généreuses. C'était des pleines subventions fédérales et provinciales qui, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ne sont pas disponibles dans leur entièreté. Puis ça, c'est autre chose. On le voit très bien, lorsque les subventions baissent ou qu'elles disparaissent, l'engouement s'éteint ou presque. On en a fait mention tantôt dans l'émission. Effectivement, là, on a vu les ventes chuter. Alors, cette semaine, il y a bien des gens qui m'ont envoyé des découpures de journaux d'une certaine époque où on faisait la transition entre le cheval et le Ford Model T et qu'il y avait certains propriétaires de chevaux qui étaient réticents à passer au Model T. Et on me plaçait un peu dans cette case-là. Mais j'ai envie de dire qu'à l'époque... au début du siècle dernier, il n'y a personne qui subventionnait la Model T pour susciter un engouement. Il n'y a personne qui disait pour passer du cheval à la Model T, on va vous fournir l'équivalent en dollars de l'époque de 12 000 au plus. Aujourd'hui, les gouvernements financent grassement des gens qui achètent des véhicules luxueux, qui s'installent des bornes dans leur maison, leur grosse maison. Et non pas l'ensemble des utilisateurs. Exactement. Il y a un questionnement à avoir. Qui plus est, je magasine une camionnette aussi récemment. Je me disais, pour mes besoins, la famille, il y a un seul minivan électrique à ma connaissance, le ID Buzz, 88 000 de prix de base si je me fie à ma mémoire et au guide de l'auto. Donc, c'est encore là des modèles, des véhicules qui ne sont pas à la portée de tous, subvention ou pas. En plus, avec une autonomie qui est moindre que le véhicule que tu conduis en ce moment. En plus. Bon. Évidemment, je sais que tu as aussi mentionné l'usure prématurée des pneumatiques de ton véhicule. Mais là, Daniel Breton m'a dit que je n'avais pas choisi les bons pneus. Bon. J'ai vu cette entrevue de Daniel Breton. Évidemment, Daniel prêche pour sa paroisse. C'est correct. En même temps, on ne peut pas aller contre les forces d'inertie, les lois physiques. Un véhicule plus lourd va forcément user plus rapidement ses freins, ses suspensions, ses pièces de direction, ses pneumatiques. Et tu as beau mettre des pneumatiques qui sont conçus pour un véhicule électrique avec des flancs plus rigides, avec une semelle qui affiche moins de résistance, effectivement que ça va user un peu moins vite, mais tu gagneras pas tant que ça. Et tu vas perdre en maniabilité, en sécurité, parce que tu vas perdre, évidemment, de la distance de freinage. Un véhicule qui est lourd, c'est un véhicule qui est handicapé. Alors, c'est pour ça que moi, je dis depuis longtemps, dans les divers médias qu'on utilise pour le guide de l'auto, tu sais, pour moi, l'absurdité d'un véhicule électrique, c'est un Hummer. Alors, 9300 livres pour et consommer 35, 40, 45, 50 kWh par 100 km pour déplacer une masse qui use les routes prématurément, avec des suspensions qui vont être finies au bout de 15 000 km. On voit ça sur du 24 pouces de pneus sur des Cadillac Escalade, des Silverado. Ça n'a aucun sens. Alors, l'Ioniq 5... c'est une voiture qui est plus lourde qu'un Hyundai Palisade à essence avec un moteur à 6 cylindres qui va user certaines de ses pièces prématurément. Mais effectivement, c'est un véhicule électrique. Donc ça a un empattement très similaire aussi au Palisade. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, oui, effectivement, mes pneus, il y a eu une usure plus que prématurée. Je dois dire que je suis tombé en bas de ma chaise, je suis allé faire poser mes pneus d'été et on me dit, écoutez, vos pneus sont finis. Je dis, ah oui, c'est 2 hivers, même un hiver et 3 quarts, là, quinzaine de milles de kilomètres. Oui, puis dans le cas des pneus d'hiver, trouver des pneus d'hiver à faible résistance, ça n'existe pas, là. Ce que Daniel a mentionné, c'est peut-être vrai un peu pour des pneus de série, pour des pneus 4 saisons, là. L'autre chose, climat. Mais pour un vrai pneu d'hiver, bon, d'abord, si tu veux avoir un pneu d'hiver efficace, tu veux surtout pas d'un pneu conçu pour un véhicule électrique parce que ça sera pas efficace. Certainement pas, non. C'est ça. Et deuxièmement, ton usure, elle va être là quand même. L'autre chose, quand on parle de frais qui devraient faire l'objet quand même c'est le coût des assurances. Absolument. Le coût de remplacement d'une batterie, les systèmes
systèmes technologiques embarqués coûtent tellement cher, puis on les voit, les histoires périodiquement dans les médias, que les assureurs n'ont d'autre choix que d'augmenter les primes. Et pour magasiner ma prime, j'ai appelé tous les assureurs. C'est un exercice qui prend du temps. Là. Oui. C'est 1 heure ou 2 par appel. Et puis, oui, mais tu peux, si tu prends le temps d'arrêter une borne de recharge, ben, tu as du temps à tuer, donc tu peux appeler tous les assureurs. Oui, c'est une très bonne ton assurance avant d'avoir acheté la voiture. Ça reste un cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Mais là, tu nous disais tantôt que tu étais en location, là, si je comprends bien. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé avec ton véhicule? Est-ce que tu l'as ramené? Est-ce que tu... Je pense que je suis stationné à côté de toi dans le stationnement ici. J'ai toujours le véhicule. Tu l'as encore, OK. Je l'ai encore. Je suis à la recherche d'un repreneur pour le bail de location. OK, d'accord, c'est ça. L'avantage... Vous voulez conduire le véhicule du lecteur de nouvelles du TVA 22h, c'est votre chance. Ioniq 5 avec des pneus neufs? Pneus d'été en très bonne condition. OK. Et c'était quoi les petites annonces du Journal de Montréal? 1-888-888. Ça vient avec la une du Journal de Montréal. Voilà, laminé dans la voiture. Mais et une batterie rechargée. Oui, exactement, à 100%. Parfait. Je paye le plein. Mais tu vois, Louis-Philippe, l'avantage que j'ai, c'est que le véhicule, c'est un modèle 2023, jamais accidenté. Non, mais, et surtout, il a bénéficié des pleines subventions, contrairement au paiement mensuel de quelqu'un qui contracterait le véhicule à l'heure actuelle. Or, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la dépréciation du véhicule. C'est là que je voulais en venir. Par rapport à la réalité que j'ai connue ces 5 dernières années. J'aime beaucoup les véhicules. Je me dirais pas que je suis un gars de char, mais je m'intéresse beaucoup à ça. J'aime en conduire, en découvrir. Je vais au salon de l'auto avec les enfants. J'ai changé souvent de véhicule récemment parce que la valeur de revente, parce que la dépréciation était très faible. Le marché du véhicule d'occasion était vraiment sur les stéroïdes. La réalité en ce moment, elle est tout autre, surtout dans le segment de l'électrique. J'ai hâte de voir combien de temps ça va me prendre avant qu'un repreneur se manifeste. Ben, en fait, considérant le prix que tu paies, parce qu'évidemment, le 12 000 ou le 13 000 s'appliquait sur le montant partiel de location et non pas sur le plein montant du véhicule, ça devient un avantage sérieux que tu n'as plus aujourd'hui si tu achètes une électrique neuve. Mais c'est toujours une question d'offre et de demande. Il y a beaucoup d'Ioniq 5 sur le marché et ben, la question, c'est de savoir est-ce que quelqu'un est intéressé à reprendre le bail de location? Forcément, tu trouveras preneur. C'est certain. Mais il y a des offres énormes sur le marché en ce moment. Ça explique pourquoi ça ne se garoche pas aux portes comme à une certaine époque pour se procurer un véhicule comme ça. Et tu l'as remplacé par quoi? Écoute, c'est un véhicule hybride, un VUS coréen qui est sur un bateau là, en ce moment. Qui est sur un bateau, OK. En direction du Canada. C'est un véhicule, encore là, j'ai consulté le guide, j'ai consulté des collègues qui le conduisaient. Je vous le dis, parce que je ne veux pas faire de publicité de par mon rôle, mais c'est un Santa Fe. Alors les gens de Hyundai étaient déçus de te voir te départir de ton Ioniq 5, mais sont très heureux de savoir que tu vas prendre la livraison d'un Santa Fe hybride. J'ai une certaine fidélité à l'égard de la marque. Quand j'ai rencontré ma blonde, il y a près d'une vingtaine d'années, elle conduisait une Accent qui s'est révélée intuable. Par la suite, j'ai déjà conduit un Palisade pendant quelques mois. Elle s'est révélée intuable, mais elle est morte aujourd'hui? Ben là, oui, il y a 20 ans. Je sais pas elle est où, mais probablement chez Kenny Upol ou dans un cimetière à quelque part. Oui, c'est une marque que j'aime conduire, qui demeure, somme toute, malgré la réalité du marché, abordable. Puis un Santa Fe hybride, tu vas rouler à 7 litres au 100, ça va convenir à tes besoins, ce sera pas trop gourmand. Évidemment que tu vas mettre de l'essence. Alors, c'est un changement d'habitude, mais tu vas peut-être récupérer en agrément, en temps, puis à un moment donné, il y a ça aussi à considérer. Et ultimement, je pense que l'avenir est électrique. Le débat qu'on doit avoir collectivement, c'est est-ce qu'on empêche la vente de véhicules à essence? Et ultimement, il y a probablement un moment donné où mon profil de conducteur va s'arrimer avec la réalité et l'offre du marché électrique. C'est un peu ça que je voulais en venir aussi, c'est que moi, je trouve ça très dommage en ce moment parce que on a fait tous ces efforts-là en si peu de temps. Puis je trouve qu'on est à quelques années de certains critères qui sont 700 plus kilomètres d'autonomie, les batteries, le coût des batteries descend continuellement, les temps de recharge sont de plus en plus rapides. Puis moi, personnellement, je trouve ça tellement triste qu'on arrive ou qu'on abandonnerait tous ces efforts-là puis que ça serait en vain. Je veux savoir,
C'est quoi qui te ferait ramener? C'est quoi les critères qui te feraient ramener vers une voiture électrique? Probablement une autonomie plus grande, une plus grande abordabilité, la non-nécessité que nos gouvernements doivent subventionner l'auto électrique pour permettre sa pénétration et son adoption. Le temps de recharge, la disponibilité des bornes. On a cessé de répéter à la lumière de la chronique que j'ai écrite qu'il y en avait assez de bornes, mais c'est pas vrai. Ben non. C'est pas vrai. Dans la capitale nationale, et je l'ai mentionné sur quelques tribunes, je dois faire le choix de mon hôtel en fonction de la disponibilité des bornes. Je m'en vais à Québec parce que j'ai un événement pour TVA Québec avec la Chambre de commerce. J'arrive là à Québec, je sais qu'il faut que je reparte presque après l'événement ou du moins le lendemain matin. Ben, je choisis mon hôtel, puis il y a peu d'hôtels à Québec qui peuvent te garantir que tu repars le matin, le véhicule rechargé. Et je vous garantis, messieurs, que c'est pas l'hôtel le moins cher. Donc, plus de bornes, plus d'autonomie, plus d'abordabilité, plus de concurrence également. T'sais, on verra si un jour les Chinois viendront bousculer notre marché ou si des constructeurs enfin mettront en marché un véhicule électrique abordable et rentable pour le constructeur. Ouais. Tesla le promet depuis des lunes, n'y est pas encore parvenu. Est-ce qu'un autre va le faire et va le faire avec un marché très large? C'est ce qu'on verra. Et j'ajouterais à ce que tu disais, effectivement qu'on a ajouté des bornes du circuit électrique un peu partout au Québec aujourd'hui pour que la plupart des municipalités en aient une ou deux. Le problème, c'est que ce sont les principaux tronçons qu'on a inondé de véhicules électriques parce que la majorité des gens vont faire du Montréal-Québec, du Montréal-Ottawa, Montréal-Trois-Rivières, Québec, Trois-Rivières, peu importe. Alors, c'est sur ces tronçons-là qu'il faudra multiplier les offres de bornes, ce qui n'a pas été fait, et ça devient de plus en plus problématique parce que moi aussi, je me rends à Québec assez souvent pour le travail et je m'en rends compte énormément. Avoir accès à une borne qui plus est rapide, c'est pas évident. Le week-end dernier, je suis parti de Salut Bonjour Québec pour me rendre au lac Beauport où il y avait une borne 180 kW de disponible pour aller chercher une charge vraiment rapide pour après ça être capable de revenir. Mais j'ai fait un trajet de 20 km en sens opposé d'où je me trouvais pour avoir accès à une borne qui était capable de me donner un rendement efficace par rapport au véhicule que j'avais. C'est le genre de situation qu'on vit en ce moment. Ouais. Effectivement, que Daniel Breton mentionnait dans son énoncé ou dans sa réplique à ta chronique qu'on peut prévoir ces trajets, on peut planifier ça, il y a des applications multiples qui existent. Mais le temps d'apprivoiser tout ça et d'avoir le sens du timing pour pouvoir être chanceux et tomber sur la borne qui est disponible au moment où tu en as besoin, c'est pas toujours évident. Et je pense aussi à la réalité de gens, parce que, tu sais, à la limite, si on me disait du jour au lendemain, Pierre-Olivier, tu dois conserver le véhicule électrique, je peux composer avec un certain nombre d'irritants, mais il y a des réalités, je pense aux gens, tu sais, je suis allé à Fermont, à Sept-Îles, il y a pas longtemps, j'ai peine, j'ai peine à m'imaginer que dans 5 ans, on va dire à ces gens-là, écoutez, les concessionnaires vont vendre une majorité de véhicules électriques et c'est forcé de manière législative. Ou encore mon père qui a 75 ans, qui devrait l'hiver prendre une borne de recharge 180 puis avec le gros fil dans la neige. Tu sais, il y a des réalités qui nous doivent comprendre l'utilisation des apps, des nouvelles technologies. C'est pas évident, c'est pas à la portée de tous de comprendre le fonctionnement, la consommation de kilowatts, la gestion de la borne. OK, le préconditionnement, c'est sûr qu'il y a toute une adaptation. C'est sûr que quelqu'un qui devient mêlé avec son four à micro-ondes, là, tu te retrouves... Et l'argument de dire, mais moi, je pars le matin puis mon véhicule est plein, je sais qu'il y a bien des gens qui sont privilégiés d'avoir une borne chez eux, mais pensez à ceux qui n'ont pas ce privilège-là, qui sont soit en condo, qui ne peuvent pas l'avoir, ou encore pour qui ça représente des frais astronomiques. Si ton panneau électrique est à l'autre bout de la maison, dans le sous-sol, que tu dois passer le fil, c'est rapidement, on parle de milliers de dollars qui s'additionnent. Là, absolument. Évidemment que tu as lu la chronique de Francis Gosselin. Oui. Qu'en as-tu pensé? Ben, écoute, Francis, que j'adore, marque d'excellents points. Lui, de mémoire, c'est une i3, une BMW i3 qu'il conduit, qui correspond à ses besoins. Il dit l'avenir est électrique. Écoutez, il y a personne qui dit on est contre l'électrique ici, mais c'est de questionner le fait, est-ce que tout le monde peut avoir le même véhicule que Francis, une i3, qui correspond à leur profil et à leurs besoins? Je soulève cette question-là. T'sais, si Francis habitait à Sept-Îles ou encore à un endroit qui est moins bien desservi... juste à Saint-Hyacinthe. Exactement. Pas obligé d'aller à Sept-Îles, mais j'aime Sept-Îles. Je trouve ça beau, je veux y aller cet été. On salue les gens de Sept-Îles. Oui, mais tout est une question de profil. Ça correspond à Francis.
l'exercice. Avec le nombre de kilomètres qu'il fait, il rentabilise sa dépense. Il a acheté son véhicule vraiment pas cher d'occasion. Donc, son coût de possession, dans son cas à lui, est fortement avantageux. Exactement. Mais il y a des cas où c'est pas le cas. Exactement. Puis j'encourage les gens qui sont en train de magasiner un véhicule à faire leur maths. À faire leur maths. Tu sais, moi, je l'ai essayé. Est-ce que je regrette d'avoir essayé l'électrique? Bien sûr que non. Puis est-ce que je vais y retourner? Peut-être, fort probablement, mais tout est une question de demande, de besoin et d'offre du marché, là. En terminant 2035, tu y crois ou non? J'en doute. Je doute fortement lorsque je vois les constructeurs, lorsque je vois leur positionnement, leurs décisions, la rentabilité de leurs opérations dans l'électrique. En même temps, tout peut arriver. D'ici 2035, il peut y avoir une concurrence chinoise qui se raffermit, qui débarque au Canada, il peut y avoir de nouveaux constructeurs qui émergent. J'ai envie de te dire, on verra, mais pas de dogmatisme, pas d'idéologie, plus de pragmatisme dans le débat public. C'est ce que j'ai tenté d'insuffler cette semaine. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir vécu l'actualité ensemble. C'est comme ça que tu dis ça? Soyez prudents. Soyez prudents. C'est ça. Merci. Hey, merci à vous deux. Merci Pierre-Olivier. Bonne nuit, c'est ce que je dis habituellement à 22h30. Oui, c'est ça. C'est encore tôt. On y reste du temps. Ouais. Merci les gars. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues nous présente cette semaine une voiture que tout le monde connaît, la Cizeta Moroder V16T. Sur le papier, la V16T avait tout pour réussir. Des lignes aguichantes, un moteur de rêve, des parents prestigieux. Elle aurait pu être l'une des supercars les plus mémorables des années 80-90. Dans la réalité, les choses ont vite tourné au vinaigre. Bon, on va commencer avec le créateur de l'auto. Qui est-il? Le principal protagoniste de notre histoire s'appelle Claudio Zempoli. Le nom Cizeta vient de ses initiales, prononcées en italien CZ. Né en 1939 à Modène, dans le Triangle d'Or, puisque Ferrari, Lamborghini et Maserati sont installés autour de la ville, il est rapidement fasciné par les autos. Il rentre chez Lamborghini à 25 ans et participe au développement technique de la Mura et de la Countach. Au milieu des années 70, il est envoyé aux États-Unis pour développer le marché américain. Zempoli se plaît en Californie et décide de rester. Là, il démarre une entreprise de vente et d'entretien d'exotiques italiennes qui fleurira dans les années 80. Et c'est grâce à cette entreprise-là que Zempoli va faire de nombreuses rencontres. Effectivement, Zempoli côtoie beaucoup de vedettes dans son échoppe qui lui apportent leur auto pour des entretiens. Par exemple, c'est lui qui facilitera en 1985 la rencontre entre Sammy Hagar et Eddie Van Halen après le départ de David Lee Roth du groupe Van Halen. On peut aussi voir Zempoli au début du clip de Sammy Hagar, I Can Drive 55, à côté de la Ferrari 512 BB du chanteur. Parmi ses clients célèbres, on retrouve Giorgio Moroder, qui vient faire la maintenance de sa Lamborghini Countach. Moroder est un producteur de musique, pionnier de la musique électronique et du disco. Il a aussi produit de nombreuses musiques de films pour lesquelles il a reçu 3 Oscars. Les deux hommes se parlent. Zempoli évoque son vieux rêve de créer sa propre voiture. Pour cela, il cherche des investisseurs. Il paraît que Sylvester Stallone a à un moment été intéressé. Un accord est trouvé. Contre 50% des parts, Moroder fournit les fonds et Zempoli fournit l'expertise technique contre les 50% restants. Le développement peut commencer. Et Zempoli va très bien s'entourer. Logiquement, il va là où sont tous les talents, dans la vallée de Modène. Il recrute plusieurs anciens de Lamborghini, Oliviero Pedrazzi comme ingénieur en chef, Achille Bevini et Janos Banzatti pour les suspensions et le châssis, et Giancarlo Guerra pour la carrosserie. Le dernier, et non des moindres, est le designer Marcello Gandini. Ce dernier a travaillé pour Burton de 1965 à 1980, où il créera les Lamborghini Miura et Countach, les Alfa Romeo Carabo et Montréal, la Lancia Stratos et la Fiat X19. Après 1980, il faudra son propre bureau de style pour y réaliser les lignes des Citroën BX, Renault Super 5 et Bugatti EB110. Ce dernier n'arrive pas les mains vides. Il a avec lui les dessins qu'il a signés pour la future Lamborghini Diablo. Mais ils ont été altérés par les designers de Chrysler, qui a racheté Lamborghini en 87, au plus grand déplaisir de Gandini. Zempoli aime bien la partie avant, notamment ses 4 phares rétractables, mais l'arrière n'est pas à son goût. Les deux hommes retravaillent ensemble la poupe de l'auto, parce que c'est là, comme nous allons le voir, que tout se passe. Et évidemment, on parle du moteur. Là. Ben oui, c'est le V16 de 6 litres installé derrière les sièges qui est bien évidemment le plat de résistance. Zempoli a sélectionné ce type de moteur parce que, selon lui, les V12 devenaient trop communs.
Mais ce dernier n'a pas choisi la facilité en le plaçant en position transversale. S'il fait penser à deux V8 accolés, reprenant l'architecture du V8 de la Lamborghini Huraco P300, le bloc est effectivement coulé d'une seule pièce. Wow. Par contre, l'entraînement des soupapes se fait dans le milieu et non sur le côté, ce qui implique qu'il y a 8 arbres à cam à la place de 4 longs pour activer les 64 soupapes. Ce sont 2 vilebrequins qui délivrent leur puissance à la boîte de vitesse, une ZF manuelle à 5 rapports, placée longitudinalement. Il y a 2 systèmes d'injection cage électronique, un pour chaque côté. L'ensemble développe 540 chevaux à 8000 tours et 400 livres-pieds de couple à 6000 tours. Il faut se rappeler qu'en 1989, le V12 d'une Lamborghini Countach produisait 455 chevaux et le 12 cylindres à plat d'une Ferrari Testarossa 380 chevaux. Une telle disposition de moteur entraîne un arrière très large, 2,5 m de large contre 1,98 m pour la déjà très imposante Testarossa. À 4,49 m de long, elle est aussi plus longue que la Countach qui fait 4,20 m. Le châssis est une armature tubulaire en acier avec une carrosserie en aluminium. Les freins sont fournis par Brembo, les amortisseurs par Koni, les roues par OZ et les pneus par Pirelli. Le poids du premier prototype est de 1700 kg, mais Zampoli espère le faire descendre aux alentours de 1400 pour les versions de série. La V16T promet d'avoir des performances époustouflantes. 328 km/h en pointe et 0 à 100 en 4 secondes. Contre 300 km/h et 5,5 secondes pour une Testarossa. Mais il faut savoir que l'auto n'est jamais passée en soufflerie, la logique de Zampoli étant « si Lamborghini ne le fait pas, pourquoi devrais-je le faire ?» Pour ce qui est de la stabilité à haute vitesse, on verra quand on sera rendu là. L'intérieur est simple, mais bien fini avec, et c'est étonnant sur une exotique, une instrumentation plutôt limitée. OK. Bon, tout semble bien parti au départ pour cette voiture-là quand même. Oui, la 6 Marauder V16T, sous la forme d'un prototype de couleur blanche, est présentée officiellement le 5 décembre 1988 au Century Plaza Hotel de Los Angeles lors d'une soirée très people. Le maître de cérémonie est Jay Leno. L'auto en impose par ses lignes, ses caractéristiques techniques et ses performances. L'enthousiasme est palpable et 6 Marauder entend produire entre 50 et 100 voitures par année. L'auto part ensuite au salon de Los Angeles, puis de Genève en mars 89. C'est là que la compagnie prend ses premières commandes, la V16T étant conçue d'emblée pour le marché américain, mais il ne sera jamais homologué du point de vue des normes de pollution, un fait qui limitera grandement son potentiel. Fort de ses commandes, Zampoli retourne à Modène et démarre la production très lentement, car ce dernier est un perfectionniste. Ce qui ne plaît pas du tout à Marauder, qui souhaiterait que les choses aillent plus vite. Il discute avec l'excentrique tuner allemand Uwe Gembala sur la possibilité de réaliser une carrosserie en fibre de verre et d'installer un moteur BMW de série à la place du V16. Oh là là. Ce qui, à son tour, ne plaît pas à Zampoli. Rapidement, c'est la discorde entre les deux hommes. Marauder retire ses billes de l'affaire en 1990 et part, en forme de compensation, avec le prototype blanc. 6 Marauder devient 6 tout simplement, et la compagnie se retrouve avec des caisses presque vides. Qu'à cela ne tienne, 6 parvient à produire de peine et de misère 9 véhicules entre 1991 et 1995, dont 2 pour le sultan de Brunei. Sur cette période, le prix de l'auto explose, passant de 280 000 à 650 000 $ US, contre 211 000 pour une Diablo en 91. Et enfin, la crise économique en Asie de 1991-92, là où c'est mieux vendu la V16T, finit d'enterrer le projet. Bon, et pour la suite, ça va encore se gâter? Et oui, Zampoli ne se décourage pas et rapatrie tout son outillage en Californie en 1995 pour tenter de continuer l'aventure. Il réussit à produire 2 autres véhicules, un en 1999 et un exclusif cabriolet baptisé Fenice TTG Spider en 2003 pour un client japonais. Répétez ce mot. Fenice TTG Spider. OK, merci. Voilà. Ce qui porte le total à 12 exemplaires, incluant le prototype. À partir de 1995, les déboires se multiplient. Faillite personnelle de Zampoli, plusieurs poursuites en justice de clients mécontents, ainsi qu'une poursuite de 150 millions contre Jay Leno pour diffamation qui n'aboutira jamais, intervention des douanes, c'est un véritable roman. Et pourtant, Zampoli ne désarme pas et la 6 est encore proposée sur commande spéciale jusqu'en 2018, sans succès. Ah oui, OK. Zampoli décédera en juillet 21 à l'âge de 82 ans sans avoir pu réaliser son rêve. Que va faire Giorgio Moroder de son côté? Eh ben, il va le garder son auto en remisage durant toutes ces années, avant de décider de la faire restaurer en 2018.
C'est Jay Leno lui-même qui conseille à ce dernier de l'amener chez Bruce Canepa à Scotts Valley, en Californie. Là, les techniciens réalisent plus de 1000 heures de travail sur le véhicule. C'est un prototype, il y a beaucoup de pièces uniques et il n'existe pas de documentation. La VZST blanche est finalement mise à l'enchère le 27 janvier 2022 chez Rem Sotheby's en Arizona. Le vainqueur de l'enchère déboursera 1,363 500 $, 1 363 500 $ pour l'obtenir. Un petit succès posthume en quelque sorte. Si Zampoli et Moroder ne s'étaient pas fâchés, si la voiture avait été homologuée en Amérique, si la crise asiatique n'avait pas eu lieu, peut-être que la VZST aurait pu rentrer au panthéon des marques, mais bon, avec des si. C'est ça, il n'arrive pas grand-chose. Merci beaucoup, Hugues. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Oui, Philippe, tu conduis un véhicule que j'aime particulièrement, le Defender 130. C'est le véhicule que tu as à l'essai cette semaine. Ouais. Moi, j'avais pu essayer la version Octa, qui est le modèle de très, très haute performance à 626 chevaux. J'en ai pas encore vu un au Québec. Il doit y en avoir un ou deux qui traînent, C'est une mais méchante c'est machine. extrêmement rare. Celui que tu essaies, c'est pas ça. Là. Ouais, c'est le P400, en fait. Là, c'est le Defender X P400. 130, on va le rappeler, c'est la version allongée, hein, que le grand porte-à-faux en arrière. Donc, on a 90 à deux portes, 110 et 130 qui offre une troisième rangée de sièges, pour soit 7, 8 passagers ou juste avoir 5 passagers, mais avec une grosse soute là, pour le cargo. Celui qui ressemble le plus à un autobus scolaire. Ce qui ressemble à un autobus scolaire, écoute. On est rendu là, effectivement. Moi, là, comme toi, j'étais un gros fan de ce produit-là. Je trouve que ça a fait énormément de bien à Land Rover de le ramener, puis de lui donner les lignes un peu d'antan. Les ventes n'arrêtent pas d'augmenter. Arrête pas. Le véhicule est arrivé, ça fait quand même 6 ans sur le marché et la popularité n'est que grandissante et les prix explosent et explosent et on en vend toujours plus. C'est fascinant de voir à quel point ce véhicule-là, c'est un succès. C'est le produit de loin le plus vendu de la marque, plus que les Range Rover qui sont là depuis 1970. Oui, c'est ça, absolument. Puis c'est un véhicule qui est, bon, comme tu dis, un peu plus abordable, un peu peu plus polyvalent. Abordable. Moi, j'allais dire... On compare avec un Range Rover. Là. Disons moins cher. Une grosse série de guillemets, là, pas juste... ça. Moins cher qu'un Range Rover. Puis, ben, ça se conduit bien, c'est performant, j'aime ça. On vient de voir c'est quoi le portefeuille à Louis-Philippe. C'est ça. Abordable, là, gang de... Dansez-vous les cassés, comme on dit, c'est ça, là, tu l'as dit en français. Et j'aime pas mal tous les aspects de ce véhicule-là, jusque ce matin, hier, avant-hier, toujours des problèmes avec le système d'infodivertissement. On fait des affaires tellement compliquées du côté de Land Rover avec ça. Puis tu sais, on parlait d'une couple d'émissions de ça, de Aston Martin qui a décidé d'introduire CarPlay Ultra. Ben, j'ai trouvé un client pour le CarPlay Ultra. C'est Land Rover. Ça leur ferait du bien. Pas besoin de... C'est la connectivité qui marche pas. Ben, la connectivité, ça fonctionne. C'est pas un problème. C'est juste que je trouve que les menus sont inutilement compliqués. Juste aller chercher, par exemple, mon Android Auto. Il y a 4 façons de le faire. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Faut se trouver. Fait que c'est juste... C'est un des bémols, des petits bémols que j'aime moins de ce véhicule-là. Pour le 130, je trouve que la troisième rangée, les passagers dans la troisième rangée, c'est un petit peu moins de confort parce que on est en porte-à-faux, là. Si tu regardes le véhicule de côté, c'est littéralement en arrière de l'essieu. Là, donc, ils doivent se faire un petit peu brasser la cage oui, aussi, un petit peu plus. Comme dans un autobus scolaire. Même pour un véhicule de ce prix-là, si vous attendez d'avoir des passagers dans cette rangée-là, peut-être à regarder ailleurs parce qu'ils vont peut-être être moins confortables. Par contre, si on choisit la grande soute, en arrière, c'est plus que 2000 litres de stock là, qu'on peut mettre, avec quand même 5 passagers dans le véhicule. Donc, toujours le fun de conduire ce véhicule-là, puis avec un petit look nostalgique. Là. Et j'ai rencontré cette semaine par hasard un ancien vendeur Land Rover qui s'est retrouvé du côté de chez Honda. Il est revenu à ses anciens amours, ironiquement. Puis, j'ai été étonné de son témoignage, là, si je peux m'exprimer comme ça. Lui me disait que vendre un Defender, il n'y a rien de plus facile. Non. Les gens savent ce qu'ils veulent. C'est très rare qu'ils posent des questions d'analyse. De comparaison. Le client veut un Defender, ne pose pas de questions sur la fiabilité, sait ce que ça va être. Et quand c'est pas fiable, c'est pas grave. Sait ce que ça va être. Si ça devient pas fiable, il va racheter un autre Defender ou un autre produit Land Rover. Le secret pour rouler en Land Rover, c'est
il y en a un dans ton garage, puis il y en a un au garage. Oh, et puis tu changes les deux en même Le temps. Defender, c'est moins pire que ça. Mais... C'était vrai avec les vieux Defender. Ouais. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne semble pas être une clientèle très, très, très pointue. Et j'ai l'impression que c'est davantage de gars avec les Range Rover, où là, tu as une clientèle qui se la joue un peu différemment. Là, tu sais. Je sais qu'une clientèle Mercedes, une clientèle BMW, c'est parfois à prendre avec des pincettes. Ça te prend un certain... savoir-faire. Puis tu regardes la finition intérieure d'un Defender. Moi, je trouve ça très beau, mais c'est de base mais t'achètes pas un Defender comparativement à des véhicules du même prix. T'achètes pas un Defender pour aller... c'est pas un boulevardier. Comprends-tu? Tu l'achètes parce que t'aimes ça, toi. Ouais, passionné alors de la marque. Range Rover, c'est un véhicule, c'est un... C'est un statement. C'est un statement. Voilà, je cherchais le mot français, je ne l'ai pas trouvé. En anglais. Merci. Mais, un statement. Un statement, c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce produit-là. Je trouve que ça vieillit bien. Ça n'a pas pris une ride depuis 5-6 ans. Effectivement, qu'on pourrait peut-être moderniser certaines motorisations parce que c'est pas un petit mangeur d'essence. Mais ça aussi, ça fait partie des éléments dont se fichent éperdument les consommateurs. Est-ce qu'on arrivera avec une version électrifiée? Pas de son, pas d'image de ce côté-là, mais on arrive avec ça du côté des Range Rover. Alors, j'imagine que ça se peut. Et on n'a jamais fermé la porte à la possibilité d'amener une version décapotable. Ce qu'on m'a dit chez JLR, c'est que c'était possible de le faire, qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant parce que sur le plan du marketing, on n'était pas rendu là. Mais qui sait si on ne voudrait pas mousser les ventes d'une version à 2 portes en proposant un modèle décapotable. Si j'allais dire un 130 décapotable, ça serait rigolo. Un 130, ça ressemblerait à un autobus scolaire converti pour le tourisme à Los Angeles. Exactement. C'est ceux qu'on coupe, là. Avec quelqu'un dans le micro qui parle des arrêts. C'est ça, t'as tout compris. Non, on n'est pas là encore une fois. Mais bref, belle machine. Puis moi, c'est mon produit favori chez Land Rover, il n'y a pas de doute. Oui, c'est pas difficile à battre. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Le guide de l'auto. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.